Voilà, je vois que ça augmente progressivement, donc je vais vous proposer tous ensemble. Donc, à nouveau, bienvenue. Je suis très heureuse de vous accueillir ce soir pour ce nouveau rendez-vous de résilience que l'on a renommé Échangeons ensemble. La thématique de ce soir, c'est effectivement les vacances d'été, les vacances estivales à venir, qui est à la fois synonyme de trêve estivale, de détente, de repos, de famille aussi potentiellement. Mais elles peuvent également présenter une période délicate pour vous, patients et patientes atteints de cancer, en cours de traitement notamment, puisque entre le suivi médical, les traitements et ces moments de famille dans lesquels on a envie de profiter, les enjeux sont multiples et peuvent être source d'inquiétude. C'est pourquoi on a souhaité faire ce live aujourd'hui sur ce sujet, puisqu'on avait fait la même chose juste avant Noël et ça avait été effectivement un temps d'échange qui avait été riche et qui avait été enrichissant pour les patients. Donc, à nouveau, on a souhaité proposer cette thématique aujourd'hui pour pouvoir en discuter ensemble avec Fanny et pouvoir identifier des solutions, des ressources à votre disposition pour pouvoir mieux appréhender cette période de l'année sereinement et pouvoir effectivement faire remonter vos témoignages. Donc, je suis accompagnée pour ce live et comme à chaque fois de ma binôme Fanny Jacques, qui est psychiatre. Donc personnellement, voilà, j'ai cofondé une association de patients pour les 13-30 ans quelques années en arrière. Donc j'ai été très engagée depuis une douzaine d'années maintenant sur les sujets patients et cancer. Et aujourd'hui, donc je vais croiser mon regard au regard de Fanny qui est médecin, mais je ne vais pas me baser sur ma seule expérience personnelle. Je parle au nom des milliers de retours que j'ai collectés sur le chemin depuis une douzaine d'années. Et donc, comme je vous le disais, j'ai la chance d'avoir Fanny à mes côtés, qui est psychiatre chez Résilience. Fanny a travaillé une dizaine d'années en cabinet, spécialement avec des patients atteints de cancer. Elle a par la suite été entrepreneuse digitale sur la santé mentale et est avec nous depuis 2 ans pour travailler sur les problématiques de santé mentale et cancer. Nous avons également en ligne avec nous Sarah, qui sera également à votre écoute pour modérer les questions, notamment dans le chat, auxquelles nous répondons toutes les trois. Alors, petit avertissement que l'on fait à chaque fois. Merci d'éviter des questions concernant particulièrement votre parcours de soins à vous, personnel, étant donné qu'on est sur une approche générale et que la docteure Jacques n'est pas votre médecin traitant. Nous vous invitons à ajouter vos questions directement dans la partie chat et ou dans la partie questions en bas de l'écran. Je vous les partagerai au fil de la conversation. Enfin, sachez qu'en fin de live, nous vous soumettrons quelques questions de sondage pour avoir vos retours sur cette expérience et vos idées sur les thématiques que l'on pourra aborder par la suite. Fanny, je te laisse te présenter et dire quelques mots sur la thématique de ce soir. Bonsoir, je crois que tu m'as déjà très bien présenté, je te remercie. Donc effectivement, je suis psychiatre et je suis responsable entre autres chez Résilience de tous les programmes, enfin des programmes de soins de support digitaux basés sur ce qu'on appelle la thérapie comportementale et cognitive et donc plutôt les symptômes psychologiques qui peuvent advenir pendant la maladie du cancer ou après. Donc par exemple, en ce moment, on travaille des programmes sur la fatigue, sur l'anxiété ou sur la peur de la récidive, qui sont des programmes que je supervise. Et donc, je suis très heureuse d'être ici avec vous ce soir. Donc, aujourd'hui, on va parler vacances d'été. Ça peut paraître un petit peu surprenant ce thème. Et je pense qu'on on va sans doute le scinder un peu en deux parties. Pour moi, au niveau des vacances d'été, bien, il y a les sujets très médicaux. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On peut vous donner quelques conseils génériques, hein, comme le disait Anne-Sophie. Je ne suis pas votre médecin traitant, mais des conseils très généraux et très génériques sur comment aborder. Enfin, en plus, Anne-Sophie, elle connaît tout à fait bien le sujet. Les centres de chimio, est-ce que j'arrête ma chimio? Est-ce que je le fais ailleurs? Et le soleil, etc. Donc, toutes ces choses-là, on peut les aborder, les sujets plutôt physiques.
Et puis, il y a également la partie plus psychologique, on va dire. Et je serais ravie de pouvoir essayer de vous répondre là-dessus. Est-ce que on part pas? Est-ce qu'on laisse sa famille partir sans nous? Est-ce que on culpabilise parce qu'on part pas? Qu'est-ce qu'on explique aux enfants ou à ses proches? Est-ce qu'on est jaloux parce que la vie continue et que pour nous c'est compliqué? Voilà, ce sont des préoccupations, des questionnements tout à fait logiques. Et donc, je serais ravie de pouvoir y répondre. Alors, est-ce qu'on a là spontanément des questions dans le chat? Sinon, on peut reprendre l'une des questions qui nous a été envoyée. On a Jean-Paul qui nous écrivait il y a quelques jours et qui nous disait j'ai 2 enfants en bas âge qui ont 7 et 9 ans. Ma conjointe étant enseignante et en congé tout l'été, et moi devant faire face à mes traitements toutes les 3 semaines de chimiothérapie, je me sens complètement partagée entre partir en vacances avec eux, mais du coup ça doit être calé entre chaque chimio, donc j'ai une contrainte qui n'est pas forcément agréable pour ma famille, ou bien rester à la maison, les laisser partir ensemble, mais du coup être seule et triste à la maison, à faire face avec mes traitements et avoir ma famille loin, qui certes va passer un bon moment, mais qui sera loin de moi. Qu'est-ce que vous me recommandez de faire? Anne-Sophie, est-ce que déjà je peux te laisser répondre peut-être plus sur la partie chimiothérapie et puis expliquer? Tout à fait. Alors déjà, Jean-Paul, c'est une réalité qu'effectivement bon nombre de parents doivent faire face. Donc cette problématique, elle est à plusieurs niveaux. D'abord, effectivement, concernant vos traitements. Vous dites que vous êtes en chimio, de ce que je comprends, toutes les 3 semaines. Ces cures de chimio, ce sont des cures que vous suivez dans votre établissement à proximité de votre domicile. Il est possible, si vous échangez avec votre oncologue, que exceptionnellement, dans le cadre des vacances d'été, votre oncologue puisse accepter que vous fassiez une cure de chimio hors de votre centre habituel, dans un autre centre que votre oncologue connaît. Par exemple, en région, par exemple, si votre famille souhaite aller en Bretagne, il y a des centres, effectivement, de lutte contre le cancer en Bretagne qui pourraient vous recevoir et qui pourraient vous permettre d'avoir une chimio exceptionnelle dans ce centre au lieu d'être dans votre lieu de résidence quotidien. Ça peut être effectivement, comme vous en faites mention, de pouvoir partir sur le temps qui est entre vos 2 chimios. Donc, vu que vous dites que c'est des chimios toutes les 3 semaines, effectivement, dans les 2 dernières semaines qui suivent votre chimio, ça pourrait être un temps pour vous de partir et de passer un bon moment. 2 semaines, c'est déjà une bonne durée. Et puis après, libre à vous de revenir si vous préférez avoir vos soins dans votre hôpital habituel. Dans tous les cas, il y a des choses qui peuvent être adaptées, qui peuvent être possibles de faire à distance ou dans un autre centre le temps des vacances d'été, puisque effectivement, les médecins aussi sont conscients que c'est un temps de vacances aussi pour vos familles, pour vos proches. Et donc, l'envie, c'est aussi que vous puissiez passer du bon temps avec eux et ne pas être trop contraint par cette maladie qui vous contraint déjà par ailleurs au quotidien tout au long de l'année. Donc ça, c'est effectivement un échange à avoir avec votre équipe soignante. Et puis après, dans les points de vigilance à avoir si vous partez dans des destinations, par exemple, notamment à la plage, c'est le rapport au soleil, puisque bon, même si en ce moment, le soleil n'est pas très au rendez-vous et qu'on a encore un peu un temps de novembre ou de giboulée du mois de mars un peu bizarre, quand on est en chimiothérapie et ou en radiothérapie, le rapport au soleil doit être modéré et doit être très protégé parce que certains produits de chimio sont très photosensibles, donc très sensibles à la lumière. Et donc, il est recommandé de rester plutôt à l'ombre, de porter des vêtements avec des manches longues ou des pantalons longs, donc dans des matières qui respirent, hein, par exemple le lin, le coton, dans des choses assez légères, mais de protéger son corps, de mettre de l'écran total. Et si vous devez aller vous baigner, que ce soit en piscine ou en mer, de privilégier les temps le matin avant que le soleil ne soit trop haut, et idem en fin de journée, de préférer la fin d'après-midi plutôt que d'y aller à des temps où le soleil est très haut dans le ciel et qui serait du coup très nocif pour votre peau. Voilà.
Et pour compléter sur cette réponse, donc pour compléter peut-être la partie plus médicale, on va dire, et ça c'est quelque chose qui va être valable pour tous. Donc pour les personnes qui sont atteintes d'un cancer, décident de, oh ça fait des petits bruits, je suis désolée, et qui décident de partir en vacances, les autres conseils médicaux que je donnerais, c'est de bien faire évidemment la consultation médicale avec l'oncologue avant les vacances pour être sûr et obtenir des conseils un peu plus personnalisés que ceux que je vous donne là. De bien planifier tout, on va dire la logistique. Est-ce que vous avez quand même un accès aux soins médicaux facile en cas de besoin? Voilà, les hôpitaux à proximité sur le lieu de vacances, ça reste quand même important. Tout ce qui est la gestion et l'organisation et la gestion de vos traitements, d'avoir évidemment assez de médicaments pour la durée du séjour, prendre des prescriptions supplémentaires en plus si jamais vous perdez des médicaments, s'il y a du retard. Des petits conseils tout bêtes, c'est d'avoir donc les ordonnances toujours bien en double et dans le sac, enfin dans la valise et dans le bagage à main. Pareil, de partager les traitements, d'en avoir un peu en bagage à main, un peu en soute. On sait, si vous partez en avion, on ne sait jamais, vous perdez votre valise, il y a quoi que ce soit, de ne pas se retrouver sans traitement. Faites des ordonnances également, demandez à votre oncologue d'avoir une ordonnance en anglais avec la molécule internationale pour que vous puissiez, en cas de pépin, pouvoir récupérer le traitement sans difficulté. Ça, c'est des choses toutes bêtes, mais d'ailleurs qui sont valables pour tous les patients, toutes les personnes qui prennent des traitements chroniques, hein, de partager entre la soute et le bagage à main, d'avoir une ordonnance en anglais, d'avoir des photocopies, etc. Donc ça, hyper important, l'organisation des médicaments. Dans le même genre, pareil, l'organisation des documents médicaux. Faites bien des photocopies des pièces principales de votre dossier médical et partez avec. Moi, je pense que c'est quand même une sage recommandation. Et puis, en effet, tu en parlais, la protection solaire, les protections supplémentaires aussi sur les règles d'hygiène, de se laver les mains, etc. Si vous partez dans un pays où à risque de tourista, de choses comme ça peut paraître tout bête, mais évidemment, une tourista chez quelqu'un qui ne souffre pas de cancer, ça n'a rien à voir avec une personne qui en est atteinte et qui aurait des défenses immunitaires plus fragiles. Donc, toutes les règles élémentaires, elles sont un petit peu à doubler. Et puis après, pour répondre quand même également à la question sur un plan plus psychologique, mais on y reviendra de ça, de est-ce que je pars, est-ce que je pars pas. Moi, je pense que je vais faire une réponse un peu de Normand, pardon s'il y a des Normands en ligne, mais peut-être de trouver le juste milieu. Peut-être c'est pas le moment de partir 4 semaines dans des îles, dans une île déserte, on est bien d'accord. Il faut suivre les recommandations qu'on vient de vous donner avec Anne-Sophie. Peut-être que votre famille, elle peut partir, je dis n'importe quoi, hein. Si vous avez prévu de partir 3 semaines, peut-être vous pouvez partir 10 jours et puis votre famille 3 semaines. Peut-être que vous pouvez aussi expliquer aux enfants que vous allez quand même faire plutôt des activités reposantes et relaxantes. Donc, vous y allez, mais je sais pas, vous participez pas aux activités du matin parce que vous avez besoin de dormir plus. Pourquoi pas? Il faut vraiment écouter votre rythme et ne pas vous forcer, ne pas forcer le corps à faire des activités genre les randonnées, etc. Donc, ça aussi, vous pouvez y aller, mais vous conservez votre propre rythme, ou y aller, mais pas l'intégralité du séjour, ou y aller, mais changer le lieu du séjour, pas trop de décalage horaire, un voyage qui n'est pas trop long en durée d'avion ou de train et qui reste quand même confortable, voilà. Toutes ces choses-là, une situation un peu intermédiaire où on s'adapte sans renoncer, ça c'est de toute façon le maître mot des vacances, ne pas se résigner, donc ne pas renoncer, mais ne pas faire comme si de rien n'était, et être plutôt dans l'adaptation et surtout du coup de l'expliquer, et notamment aux enfants et aux ados, que les vacances elles vont peut-être être un petit peu différentes et que c'est pas grave. Ouais, tout à fait. Et je vois la question de Claudia dans le chat qui nous dit, lorsqu'on prend de l'hormonothérapie, le rapport au soleil est-il le même? Je pense que c'est à interroger directement auprès de votre équipe de soins et ou auprès de votre pharmacien.
Je pense que toutes ces personnes sont habilitées à vous répondre sur cette question. Je sais que les produits de chimiothérapie sont photosensibles, que la radiothérapie aussi peut induire une certaine sensibilité de la zone qui a été irradiée. Donc, de pouvoir l'exposer au soleil, c'est effectivement, ça peut être nocif. Donc, de bien utiliser de l'écran total. Les cicatrices aussi sont à risque. Enfin, en tout cas, il faut qu'elles soient protégées. Pour ce qui est de l'hormonothérapie, je n'ai pas la réponse. Donc, je vous invite vraiment à vous rapprocher de votre infirmière de coordination, de votre oncologue, de votre pharmacien. Toutes ces personnes seront habilitées à pouvoir vous répondre plus spécifiquement à cette question. Je vois que Philippe a également a envoyé un message. Merci Anne-Sophie et Fanny d'avoir répondu à la problématique du soleil que j'appréhendais. Pour les bilans sanguins à faire avant la chimio pour le retour, j'ai réussi à prendre un rendez-vous dans un labo en Ardèche. Je voulais signaler aux autres patients que certains labos pratiquent la prise de rendez-vous. Tout à fait. Donc là encore, effectivement, de pouvoir s'organiser, même quand on n'est pas proche de son domicile, pour effectivement faire typiquement la prise de sang avant de démarrer la chimio. Vous pouvez la faire dans un autre labo que le laboratoire habituel dans lequel vous allez faire vos prises de sang. Il faudra juste bien transmettre la bonne ordonnance pour que les résultats soient directement transmis à votre équipe de soins à l'hôpital. Mais sinon, effectivement, vous pouvez rester du coup plus longtemps sur votre lieu de vacances avant de devoir rentrer pour vos traitements. Tout ça est possible et effectivement, vous pourrez du coup profiter effectivement de ces instants de vacances et donc effectivement de joie avec celles et ceux que vous aimez. Il existe des produits solaires vraiment spécial cancer, hein, vraiment avec un indice hyper maximal et qui sont spécialement faits pour les traitements photosensibilisants. Hein. Donc, il faut vous renseigner à votre pharmacie. Ça existe, ça, et ils sont très bien. Tout à fait. Et en parallèle de ça, c'est vrai qu'il y a aussi la question, j'y repensais en préparant ce live parce que certaines personnes portent des perruques au cours de l'année, ce qui est déjà pas forcément très confortable au quotidien. Mais quand on passe à l'été et qu'il fait chaud dehors, ça peut être d'autant plus inconfortable si effectivement vous avez très chaud ou si vous avez des bouffées de chaleur qui sont associées à des effets secondaires de vos traitements. Donc là encore, il y a plein de possibilités. Vous pouvez remplacer votre perruque par un foulard pour l'été, par divers accessoires pour votre tête, ou bien même être tête nue. Enfin, à nouveau, l'idée, c'est vraiment que vous soyez confortable dans l'environnement dans lequel vous allez évoluer cet été, dans le lieu dans lequel vous allez être. Voilà, de la douceur. Vous aussi, vous êtes là pour profiter, pour vous reposer, pour être bien. Donc, à nouveau, faites les choses qui sont justes pour vous et quitte à effectivement en parler à vos proches, de leur demander si ça peut être OK que vous soyez tête nue le matin ou à la maison avant de sortir parce qu'effectivement, tout le monde peut bien imaginer que porter une perruque au quotidien, c'est pas forcément très agréable. Et là encore, voilà, comme ce qu'on dit et répète bien souvent dans ces lives avec Fanny, c'est de pouvoir prendre un temps et en parler avec vos proches, avec ceux qui vous entourent, ceux avec qui vous serez pour ces temps de vacances, pour effectivement expliquer ce que vous vivez, ce que vous traversez, ce que eux peuvent aussi vivre, pour voilà trouver un terrain commun et pouvoir tous bien être ensemble dans ce vivre ensemble, puisqu'on est toujours en interaction les uns avec les autres, et donc vous êtes vacanciers au même titre qu'eux. Et donc, vous avez droit aussi à être bien dans votre corps et dans ce que vous vivez au quotidien. Et ce, malgré les traitements. Voilà. Je rebondis peut-être, Anne-Sophie, sauf s'il y avait une question là tout de suite, pour compléter, puisqu'on en est puisqu'on parle un petit peu du physique et des changements physiques. Donc, je compléterais un peu la même chose sur les cicatrices. Cicatrices suite à une chirurgie d'un cancer du sein, par exemple, évidemment, mais bon, pas que. Tout ça, c'est des problématiques, hein, le fait de plus avoir de cheveux, le fait d'avoir eu une mastectomie, etc. Comment je vais faire pour me mettre en maillot de bain? Est-ce que je m'y mets? Est-ce que je m'y mets pas? Donc, évidemment, la recommandation là-dessus, c'est de partir avec des personnes bienveillantes, mais ça, de toute façon, c'est la recommandation générale quand on part en vacances, hein. Même en dehors de la maladie, de partir avec ses proches, de partir avec des gens qui vous connaissent, et vraiment d'amorcer la discussion sans honte, sans tabou,
Vous n'êtes pas responsable, ce sont des effets secondaires des traitements. Donc, ce sont plus, en fait, ça montre que vous êtes en train d'être traité contre le cancer. Et voilà, donc c'est plutôt finalement, c'est le signe que vous avancez. Et donc, il ne faut pas en avoir honte, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc, n'hésitez pas à anticiper et à communiquer et à dire aux personnes avec lesquelles vous allez partir, comme tu disais Anso, peut-être je vais pas porter la perruque, est-ce que ça te dérange? Est-ce que tu veux qu'on fasse une visio avant? Ou est-ce que tu veux que je te montre comment je suis sans perruque et est-ce que c'est OK? Ou de prévenir, de dire, tu te souviens que je me suis fait opérer une mastectomie il y a 2 mois, j'ai pas encore la reconstruction, j'ai envie quand même de me mettre en maillot de bain. Est-ce que tu vas me soutenir? Est-ce qu'on ira toutes les deux à la plage pour pas que je me sente mal à l'aise, etc. Voilà, toutes ces choses-là, vraiment, il faut en parler parce que sinon, finalement, si vous partez avec des amis, avec des proches, ils vont faire comme si de rien n'était. Ils vont pas oser regarder, ils vont pas oser vous en parler. Et en fait, vous risquez de le vivre plutôt mal, alors que ça part d'un bon sentiment et qu'ils sont juste pas très à l'aise et qu'ils n'osent pas en discuter avec vous. Donc vraiment tout ça, ils sont des abcès à crever en amont pour que vous puissiez passer des bonnes vacances. Quitte, je vous dis, à faire une visio, à en parler ensemble, voilà. Et puis peut-être vous, y aller de petit à petit. Si vous avez un peu peur, si vous n'avez pas envie tout de suite d'aller à la piscine devant tout le monde, allez-y tôt le matin ou restez en t-shirt et puis vous baignez pas. Et puis au fur et à mesure des jours, vous vous sentirez sans doute plus à l'aise. Vous verrez que en fait chacun regarde midi à sa porte, comme on dit, et que voilà, les gens sont pas spécialement attentifs. Et peut-être que voilà, en vous exposant petit à petit, vous allez réussir. Et puis faites du mieux que vous pouvez pour passer de bonnes vacances. Et puis si vous n'arrivez pas à vous mettre en maillot de bain ou à aller vous baigner, c'est pas grave en fait. Moi, je rajouterais, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire, Fanny. Je pense que déjà, il y a peu de gens qui sont à l'aise d'être en maillot sur la plage ou à la piscine d'une manière générale. Tout court, oui. Que le sujet des cicatrices, effectivement, quand on se retrouve confronté à une opération, à une mastectomie, à une amputation, je sais que moi j'ai une énorme cicatrice dans le dos, au départ, parce que c'est nouveau, on n'est pas à l'aise du tout avec ça et on a l'impression que les gens ne voient que ça. Mais si on regarde un peu les gens, en fait, quand on est à la piscine ou à la plage, on a tous des cicatrices, on a tous une histoire, notre corps a tous une histoire. Et quelque part, moi je sais que au fil du temps, c'est aussi des témoignages que j'ai récoltés sur la route, mais sur ce sujet des vacances estivales ou d'aller à la piscine ou d'aller à la plage, qui peuvent paraître être des choses anodines, mais qui peuvent vite être compliquées si on laisse trop le mental s'emballer, c'est de prendre des alliés avec soi. Je sais que moi, typiquement, quand j'étais en traitement, je suis allée à la plage à plusieurs reprises avec mon cousin, qui était un allié de taille, parce que déjà, il est grand, il est carré. Donc, si quelqu'un m'embête ou vient me faire une réflexion, je sais que lui saura répondre et rétorquer parce que moi, je n'en aurais pas la force. Et puis, on a monté des stratégies. On y allait en fin d'après-midi tous les deux. J'ai gardé un t-shirt sur moi pour pas qu'on voit ma cicatrice dans le dos. J'avais retiré ma perruque, donc j'étais chauve, mais c'était OK. Et tous les deux, on était ensemble et on a passé à chaque fois un bon moment. Alors oui, des fois, il y a des regards un peu insistants, mais ça, en fait, il faut juste ne pas les regarder. Et ces gens-là n'auront qu'à regarder ailleurs si ça leur pose un problème. Mais encore une fois, c'est votre vie, c'est votre histoire, c'est votre corps. Et pourquoi en avoir honte? Pourquoi devoir en souffrir une fois de plus? Notamment quand on est sur un temps de bonheur, de bons moments avec les gens qu'on aime. Je vois Philippe qui a écrit un message. Comment dois-je réagir si on me fait une réflexion sur le port d'un bandeau au-dessus de mon maillot de bain, recommandé par ma stomathérapeute, lorsque je vais aller à la piscine? C'est libre à vous de voir comment vous voulez y répondre. Déjà, vous pouvez aller voir les maîtres nageurs et juste vous assurer que c'est OK avec eux que vous ayez ce bandeau. Normalement, il n'y a pas de problème. Derrière, si quelqu'un ose, déjà, souvent, c'est des regards qui sont un peu insistants, mais les gens rarement vont oser aller jusqu'à vous faire une réflexion, voire une critique, voire vous aborder en frontal. Mais si ça devait être le cas, si vous l'anticipez et si vous réfléchissez à la réponse que vous avez envie de donner, vous serez plus à l'aise le moment où vous devrez être confronté à cette situation. Et typiquement, et je le sais parce que par expérience et par de nombreux témoignages patients, c'est ce qui se passe, on met souvent les gens très mal à l'aise quand on leur dit la vérité.
Et donc, en fait, j'ai ce bandeau parce qu'en fait, j'ai un cancer, je fais face à des traitements qui font que je dois porter ce bandeau au-dessus de mon maillot. Et donc, en fait, je comprends pas pourquoi ça vous pose problème parce que c'est pour me soigner. Et souvent, les gens se sentent d'un coup très mal très mal à l'aise parce que parler de cancer, c'est plus ou moins tabou ou en tout cas, on n'ose pas forcément en parler de manière frontale. Et donc, c'est peut-être quelqu'un qui va se confondre en excuses ou qui va d'un coup ne plus rien dire, rester quoi et repartir de là où il est venu. Moi, c'est le conseil que j'aurais spontanément envie de vous donner. Fanny, je te laisse compléter. Je... Non, bah, effectivement, hein, moi, le conseil, ce serait plutôt de dire la vérité. Mais aussi, mon autre conseil, c'est que vous savez que ce n'est pas parce qu'on vous pose une question que vous êtes obligé d'y répondre. Donc, l'autre possibilité, c'est de ne pas répondre, en fait. C'est de passer votre chemin. Voilà, vous n'êtes pas obligé même de rétorquer. Vous restez silencieux. C'est aussi une assez bonne technique, moi, je trouve. Et je pensais à autre chose. Ah oui, j'avais l'anecdote d'une patiente qu'on a eue, Anso, et qui m'avait bien fait, enfin qui m'avait fait sourire. Alors évidemment, tout le monde n'en est pas au même degré d'acceptation de sa maladie. Et, on n'est pas, vous n'êtes pas forcément tous à l'aise, etc. Mais malgré tout, je vous la raconte parce que j'avais bien aimé. Elle nous avait dit, tu te souviens, Anne, elle nous a dit, bon, bah, moi, quitte à être malade et à avoir un cancer, eh ben, j'en profite un peu. Je me fais, tu te souviens, elle était fan de parcs d'attractions. Moi, j'ai ma carte, c'est la carte invalidité, je crois. Et du coup, grâce à ma carte d'invalidité, je me fais tous les parcs d'attractions parce que j'ai pas besoin de faire la queue. Et j'avais trouvé que c'était un chouette état d'esprit. Donc, elle, c'était sa passion, donc elle partait beaucoup dans les parcs d'attractions plusieurs jours pendant ses vacances. Et en fait, de se dire, bon, voilà, de toute façon, c'est comme ça, je dois l'accepter, je souffre de cette maladie. Bon, qu'est-ce que je peux en faire? C'est quoi les petits trucs positifs? Tiens, j'ai ma carte d'invalidité, je peux peut-être me faire surclasser dans l'avion, je peux peut-être passer devant tout le monde pour les parcs d'attractions. J'y ai le droit, hein. C'est pas, en plus, c'est pas une stratégie. Voilà, j'y ai le droit. Je peux je peux passer devant dans des files de musées ou si vous êtes amené à visiter des monuments célèbres. Bon, c'est tout bête, mais voilà, ce sont des petites choses qui peuvent aussi vous gonfler un peu le moral, de vous dire, bon, au moins, voilà, j'ai ce truc-là. Et donc, et encore une fois, j'en profite, mais parce que c'est un droit que j'ai. Donc, si vous partez en vacances et que vous n'avez pas encore votre carte d'invalidité, je vous conseille quand même de faire les papiers pour le faire. Parce que c'est tout bête, mais les places de parking, les accès prioritaires aux ascenseurs, aux coupes-fils, etc., ça peut servir quand on est en vacances et ça fait toujours du bien. Et en effet, en plus, on est moins fatigué réellement. Ouais, tout à fait. Enfin, moi, je suis entièrement d'accord. Je pense que c'est vrai que cette maladie, on l'a subie à bien des égards. On l'a pas choisie. Elle nous tombe sur le coin de la figure sans qu'on s'y attende. Elle induit souvent des traitements assez lourds. On passe par beaucoup d'états émotionnels et il y a souvent des patients qui sont en plus en culpabilité de pourquoi moi ça m'est arrivé. Je veux pas que ça se voit, je veux pas que ça se montre. Mais effectivement, Fanny fait référence à cette carte d'invalidité, la carte d'invalidité, qui est une carte qui peut être délivrée temporairement ou non par la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Quand vous êtes en ALD, donc en affection longue durée pour votre cancer, votre dossier peut être aussi également déposé à la MDPH et vous pouvez avoir une reconnaissance d'invalidité à plus ou moins grande échelle qui vous permet effectivement d'avoir accès à cette carte. Cette carte, ça peut être à la fois du stationnement, comme disait Fanny, à la fois dans les transports, comme on voit souvent des gens qui sont fatigués, où il y a des signes dans le métro ou dans les bus qui laissent des places pour des personnes vulnérables. Ça, c'est vrai que ça dépend de votre regard de vous-même, enfin envers vous-même, de vous sentir légitime. Mais c'est vrai que vous avez un cancer, vous êtes patient, patiente, et donc cette légitimité, elle vous est donnée parce que vous êtes face à cette maladie. Et donc, comme le dit Fanny, c'est peut-être pas forcément spontanément ce que vous feriez, mais quitte à être inconfortable, quitte à devoir faire face à ces traitements sur plusieurs mois, autant entre guillemets non pas profiter, mais permettre
d'utiliser ces dispositifs qui sont à votre disposition pour adoucir votre quotidien. Et donc, par exemple, quand vous êtes dans une boutique ou dans un magasin et que d'un coup, vous avez besoin de vous asseoir, vous avez besoin d'aller aux toilettes, n'hésitez pas à le demander, n'hésitez pas à expliquer en quelques mots ou juste à sortir votre carte. Vous aurez accès à tout ça. Et également, effectivement, pour tout ce qui va être centre de loisirs, ce qui va être parc d'attractions, musée, tous les lieux culturels, vous pouvez également la sortir, expliquer votre situation et vous pourrez effectivement éviter les files d'attente. Faire vos courses, c'est pareil. Aujourd'hui, on n'ose pas forcément, mais effectivement, si vous faites vos courses et qu'il y a de la queue, vous pouvez aussi la sortir et expliquer que vous êtes malade et les gens, normalement, devront vous laisser passer. Si les gens sont polis, ils vous laisseront passer, ils diront bien sûr passer devant moi. Mais en tout cas, c'est un droit que vous avez. C'est vraiment un droit. Vous êtes malade, donc vous êtes en droit d'avoir accès à ces accès rapides parce que vous êtes diminué, vous n'avez pas forcément la forme que vous avez d'habitude et donc tous ces dispositifs, vous y avez droit. Donc n'hésitez pas à vous en saisir. Je sais que personnellement, ça avait été quelque chose d'assez compliqué au départ, juste d'accepter que voilà, j'étais malade, que je devenais dépendante, que j'avais moins d'énergie et que donc, bah, effectivement, quand je devais faire la queue, par exemple, je me rappelle d'une anecdote idiote. Hein, on était sur l'autoroute, on partait rejoindre de la famille avec ma mère et j'arrive pour aller aux toilettes et là il y avait une queue de 10 personnes et j'ai pas osé au départ passer devant tout le monde et puis à un moment ma petite sœur me rejoint, elle me dit mais passe devant tout le monde, je veux dire t'as un cancer. La personne qui était devant a entendu ce mot et d'un coup s'est retournée horrifiée et m'a dit mais bien sûr. Ça a été une espèce de bouche à oreille et du coup je me suis retrouvée en tout devant et effectivement en fait c'est idiot parce qu'on se l'autorise pas forcément à soi, mais les gens autour nous l'autoriseront parce que ils savent, enfin voilà, en entendant ce qu'on a, ils pourront comprendre. Donc en fait, à nouveau, voilà, soyez avec beaucoup de douceur avec vous-même et c'est effectivement quelque chose qui est à votre portée, qui est un droit que vous avez. Donc autant vous en saisir. Fanny, je vais enchaîner. J'ai un autre message que j'ai reçu également. Élise qui nous a écrit: Je me sens anxieuse à l'idée de l'été. Avant, j'étais très enjouée, j'avais des envies de voyage, de rencontres, d'aller voir de la famille. Et là, c'est la panique cette année. Une fois de plus, le cancer pose problème et je ne sais pas quoi faire. J'ai peur de ne pas être dans mon centre de soins habituel. J'ai peur de petits soucis sans repère dans un lieu nouveau. J'ai peur de lâcher prise aussi et d'être légère alors que c'est si lourd cette fichue maladie. Et j'ai aussi la peur de la solitude car tout le monde part et je n'aurai plus personne à proximité si je ne pars pas. Comment faire avec tout ça? Qu'est-ce que vous me conseillez? Oui, on va être sur des questions qui sont sensiblement les mêmes. Donc, je réitère l'idée de rester quand même, de prendre une assurance. Enfin, en fait, il faut être ni, comme je le dis souvent, ni dans la réassurance excessive, ni dans le déni total. Forcément, on fait pas comme si tout allait bien. Mais on ne se résigne pas non plus totalement. Donc, on prend les mesures un peu de sécurité, entre guillemets, dont on vient de vous parler, pour les traitements photosensibles, les ordonnances en double, un centre de soins à proximité, prendre une assurance santé peut-être adaptée, bien faire la consultation médicale avec son oncologue pour qu'il check et qu'il valide que tout est OK, etc., etc. Donc, voilà. Et tout ça fait qu'il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas, en théorie, partir en vacances. Donc là, moi, ce que je ressens dans ce discours, c'est peut-être une anxiété un peu trop forte et c'est normal d'avoir des craintes excessives quand on est malade. C'est pas de l'hypocondrie, hein, c'est pas du tout ça, mais ça ne m'étonne pas du tout, je l'ai déjà vu chez plein de patients. Effectivement, la peur, elle est presque elle est inadaptée et elle est trop forte. Et du coup, elle va faire prendre peut-être des mauvaises décisions, comme la décision de ne pas partir alors que ce serait possible. Donc là, vraiment, il faut essayer de différencier ce qui est une anxiété finalement, somme toute normale. Je vais partir en vacances, j'ai une maladie lourde, des traitements, etc. Donc là, c'est normal.
Donc, comment je fais? On fait la checklist dont on vient de parler tout à l'heure, tous ensemble. Ça, c'est OK. Et après, le reste de l'anxiété, c'est de l'anxiété un peu pathologique, je mets des guillemets, mais dans le sens où en fait, c'est de la rumination et ça va pas aider au passage à l'action. Les actions à mener, on vient de vous les donner, vous les faites, et après le reste, eh bien vous vous dites que c'est de l'angoisse, mais ça n'a rien à voir avec la réalité du voyage, et que donc la meilleure solution pour calmer cette anxiété, c'est de vous confronter et c'est de le faire, parce que sinon c'est double peine. Vous allez rester peut-être chez vous, ce qui ne va pas forcément d'ailleurs diminuer votre anxiété parce que vous serez seul et que ce sera un autre type d'angoisse. Et en plus, vous aurez perdu la possibilité de partir en vacances. J'aurais un petit truc à dire sur les proches, mais je vais te laisser compléter et après, pendant que j'y prends, je pense, je le dirai. Non, je pense qu'effectivement, déjà, ce que vous vivez est inédit. Donc, comparé à ce que vous faisiez avant et à vos envies, forcément, le cancer va amener des changements dans votre quotidien et va vous faire poser des questions. Maintenant, effectivement, il y a beaucoup de craintes qui sont aussi potentiellement un peu irrationnelles, enfin, en tout cas, qui sont des projections sur ce qui se passera, mais qui n'est pas forcément ce qui va se passer. Et quelque part, j'ai envie d'être en écho à ce qu'a écrit effectivement Odile dans le chat, qui dit je ne pars pas en été car je suis retraitée. Suite à l'annonce du thème du jour, je réfléchis à une to-do list, petits loisirs et petits contacts pour me donner quelques repères concrets. Et c'est effectivement cette invitation que j'aurais envie de vous faire. Élise, vraiment, mettez-vous plutôt dans l'optique de qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me ferait du bien, même les choses les plus simples. Qui j'ai envie de voir, qu'est-ce que j'ai envie de faire, de quoi j'ai vraiment envie de ponctuer mes journées. Et puis ensuite d'en parler avec vos proches. Alors effectivement, évitez de planifier un voyage en Australie ou un tour du monde parce que c'est peut-être pas le meilleur timing. En revanche, planifier d'aller à la campagne rejoindre vos oncles et tantes ou aller à la plage avec des amis, tout ça c'est possible. Après, effectivement, il faut juste trouver des ajustements par rapport à votre situation un peu extraordinaire de ce temps de traitement, et puis de prendre effectivement les sujets un à un et de désamorcer cette angoisse qui peut effectivement être paralysante. Et pareil, quand vous dites j'ai à la fois peur de ce qui pourrait être si je pars et à la fois j'ai peur d'être toute seule si je reste, dans ce cas-là, c'est choisissez ce que vous avez envie de faire, et en fonction, j'imagine que tout le monde ne part pas tout le monde à la même date. Il y aura forcément peut-être des chevauchements de vacances entre les uns, entre les autres. Donc, il y aura probablement des gens qui seront dans l'entourage, qui seront présents à vos côtés si vous décidez de rester. Peut-être en disant que vous restez, vous aurez peut-être d'autres gens qui décaleront leurs vacances pour être là à côté de vous. Là encore, l'idée, c'est effectivement que vous puissiez trouver ce qui soit le plus adapté pour vous, et ensuite votre entourage pourra ou non s'adapter à ce que vous avez envie de faire. Mais là encore, moi j'aurais envie de vous dire, pour amener un peu de légèreté à toutes ces sources d'anxiété que vous mettez sur les épaules. À nouveau, voilà, l'été, ça doit être aussi joyeux, léger, du repos, des moments sympas avec vos proches. Donc, essayez, comme l'écrivait Odile, tout simplement d'identifier tous les petits loisirs, toutes les petites activités, les contacts et les gens que vous aimez. Et puis, en mélangeant tout, on devrait arriver à trouver une organisation d'été qui puisse vous convenir et répondre à vos besoins. Oui, exactement. Pour compléter ce que dit Odile, j'aime beaucoup cette idée, et en effet, si pour une raison X ou Y, vous ne partiez pas, je réponds à la personne précédente qui posait la question, si vous décidez de ne pas partir, première chose à faire, vous vous faites quand même un petit planning, un petit agenda des gens qui restent, qui sont dans le coin en même temps que vous, il y en a forcément. Et puis vous leur demandez, est-ce que ça te dérange si je te sollicite un peu plus qu'habituellement, si je te fais un petit coucou, vous leur expliquez la situation et normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et puis deuxième chose, si pour vraiment une raison quelconque, vous ne pouvez pas partir, et notamment si vous avez des enfants
et que les enfants aussi, du coup, admettons, ne peuvent pas partir. Et c'est les vacances, c'est passer du temps avec ses proches. C'est pas grave de pas être au bord de la mer, c'est pas grave de pas être dans un endroit paradisiaque, c'est pas grave de pas dormir à l'hôtel. On peut transformer, ça s'appelle le tourisme de proximité, c'est écolo. On peut transformer notre maison, notre appartement en lieu de vacances. Donc, ça sera des vacances un peu différentes. Vous expliquez à vos proches ou à vos enfants, si encore une fois vous êtes vraiment contraints de rester, et que du coup les enfants aussi, vous leur expliquez qu'on va faire des vacances un petit peu différentes. C'est pas pour ça que vous pouvez pas mettre une guirlande lumineuse dans votre salon pour faire guinguette le soir, que vous pouvez pas vous dire que le soir vous allez vous faire un petit apéro sans alcool avec des cacahuètes et la musique et apprendre les danses du Club Med des Crazy Signs et danser un petit peu avec les enfants. Vous pouvez faire plein de petits rituels de vacances, même si vous restez chez vous. Vous pouvez aller regarder sur Internet tous les trucs de tourisme de proximité que vous avez. Vous pouvez aller vous promener en forêt, vous pouvez aller au musée, vous pouvez aller dans des petites villes alentours, vous pouvez aller faire un petit coup de bateau-mouche. Bon, là, moi, je suis parisienne, donc je parle comme une parisienne, mais bon, pour les gens de province, il y a aussi d'autres choses à faire. Souvent, d'ailleurs, en fait, quand on habite dans notre ville, je sais pas, je pense à Dijon, en fait, on n'a jamais visité le Palais des Papes parce que, justement, comme on habite pas Palais des Papes, je sais même plus comment ça s'appelle le bâtiment, mais voilà, quand on est dans une ville, on va jamais visiter les trucs qui sont dans notre ville. Donc, profitez, vous faites un petit planning et vous allez quand même à la piscine municipale, dans un petit parc de loisirs, voilà. Et ça sera des demi-journées ou quelques heures de vacances. C'est pas obligé d'être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Faites des petits changements à la maison pour avoir l'impression qu'on est à l'hôtel. Vous faites le petit déj au lit, vous décalez les horaires, vous faites des brunchs. Enfin, en fait, c'est la fête. Et ça, les enfants, ils adorent. En fait, ce qu'ils aiment dans les vacances, c'est être avec vous et que ça change de l'ordinaire. Donc, si on mange des pains au chocolat à 14 heures et qu'après on passe l'après-midi à faire des Legos et que le soir on mange des cacahuètes, en fait, ça sera très chouette. Les vacances, c'est quand même aussi dans la tête. Ça, c'est important de l'avoir en tête, justement. C'est très juste. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'en ai pas l'impression. Sinon, moi, j'avais peut-être aussi un petit quelque chose à ajouter, parce que moi, j'aime bien parler. Mais tu parlais des enfants et le fait que les vacances c'est dans la tête. Je pense que même les grands enfants et les adultes, c'est tout à fait la même logique. Enfin, je veux dire, les vacances, oui, c'est certes balisé dans l'agenda. Juillet, août, c'est souvent le moment où les gens partent en vacances de manière estivale dans des destinations souvent ensoleillées proches de la mer. Mais c'est avant tout dans la tête. Et effectivement, on peut être en vacances et habiter dans une grande ville. On peut être en vacances et rester chez soi devant la télé en mangeant du popcorn. En fait, effectivement, comme dit Fanny, c'est dans la tête. Et si c'est juste pour vous, c'est ce qui vous fait du bien, si c'est l'activité qui vous plaît, eh bien, c'est ça aussi les vacances. C'est changer ses habitudes et pour les enfants, mais effectivement, même pour les grands, c'est casser le rythme du quotidien, le train-train du quotidien. Alors là, le train-train du quotidien, quand on est malade, il est encore différent, mais je fais le parallèle, c'est un peu différent, mais avec les personnes qui n'ont pas les moyens financiers de partir en vacances. Finalement, ça va être un peu le même genre de conseils qu'on va donner, c'est juste, c'est changer les habitudes, c'est pas faire métro, boulot, dodo, c'est... alors, quand on a la maladie du cancer, il faut faire attention bien sûr à la fatigue et à pas faire n'importe quoi. Mais c'est se décaler le rythme, c'est écouter de la musique, c'est aller au ciné, c'est faire des petites choses qu'on n'a pas forcément l'occasion de faire avec les contraintes du quotidien. Ça, c'est hyper important. Et l'autre point peut-être que je voulais moi aborder, c'est quand il y a plusieurs personnes qui nous disent qu'est-ce que je fais? Est-ce que du coup je bloque entre guillemets ma famille et qu'ils ne partent pas? Est-ce que je reste toute seule et eux partent? Donc moi la réponse c'était plutôt d'essayer de trouver un juste milieu. Mais l'autre chose que je voudrais dire, c'est qu'il est vraiment important pour vos proches de ne pas culpabiliser d'être bien portants. Vos proches, ils sont pas malades, ils sont en bonne santé et donc
Alors peut-être pas un mois, on est d'accord, mais si jamais c'est possible et puis que vous pouvez vraiment pas les suivre, et si eux, ils peuvent partir en week-end ou bien quelques jours et que tant pis, c'est sans vous, moi je recommanderais quand même de le faire. Que ils partent sans vous. Parce qu'en fait, ça va leur faire du bien. Il faut se méfier quand même de ce qu'on appelle le burn-out des aidants. Les aidants, ben, ils serrent les dents, pardon du jeu de mots, et ben, ils sont un peu obligés, justement, ils vont culpabiliser d'être en bonne santé, ils vont avoir l'impression qu'il faut toujours qu'ils aient le sourire. Pour eux, c'est pas facile parce que ben, ils vont avoir les charges et les tâches qu'ils ont d'habitude, mais en plus, eh ben, ils vont prendre une partie ou toutes les charges et les tâches de la personne malade, et en plus, ils vont souvent l'amener à l'hôpital, faire des allers-retours, etc. Donc en plus des tâches qui n'existaient pas avant. Donc c'est un peu triple boulot pour les aidants, et c'est un marathon, pas un sprint, et donc ils doivent quand même aussi se reposer sans culpabiliser d'être en forme. Et donc vraiment ça va avoir un intérêt et pour les proches parce que ils vont se vider la tête. Et si vous leur dites c'est ok pour moi, moi au contraire ça me fait super plaisir parce qu'après tu seras mieux pour t'occuper de moi, etc. Eux, voilà, ils sont bien portants et ils sont autorisés à l'être. Et puis, ils vont aussi vous parler un peu d'autre chose que la maladie. Et ça, c'est hyper sympa. Vous allez avoir les petits potins, les petites histoires de la journée, des photos, etc. Et même vous, finalement, ça va vous permettre de vous changer un petit peu, vous changer un petit peu d'air. Donc, si jamais ça tombe comme ça et qu'il n'y a pas d'autres solutions, et moi, je pense qu'il faut aider à ce que les proches soient incités à partir sans vous quelques jours. Hein. Encore une fois, on ne parle pas de 3 mois, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord. Et puis les proches peuvent aussi se passer le relais. Vous pouvez avoir une partie de vos proches qui part et puis vous avez d'autres proches qui sont dans le coin et vous n'avez pas besoin d'être seul et avoir tous vos proches qui sont en vacances en même temps. Voilà, il suffit un peu de coordonner les choses et je pense que naturellement, c'est aussi des choses qu'ils pourront vous proposer. Donc à nouveau, n'hésitez pas à en parler et à poser le sujet avec eux, surtout si c'est quelque chose qui vous pèse un peu. Je vois dans la conversation que Francis nous a écrit. Il nous dit: bonsoir à tous, je suis actuellement en chimio préventive pour éviter une récidive suite à l'ablation d'un nodule au foie. Le traitement se passe bien, sans problème secondaire lié à ce traitement. On me conseille d'éviter une exposition au soleil, ce qui me pose un peu de problème, vu que j'aime être à l'extérieur pour jardiner, aller à la pêche. Je ne pense pas partir au loin avant de terminer ma série de traitements sur 3 semaines. J'attaque ma 4e série sur 8 en fin de semaine. Francis, comme on le disait précédemment, rester loin du soleil ne veut pas dire vraiment rester au fin fond de sa cave tout le mois de juillet et d'août, enfin, si le soleil daigne un peu sortir à un moment. Vous parlez d'activités qu'on peut tout à fait faire en étant un peu protégé. Par exemple, si vous êtes à jardiner dans votre jardin sur un coin défini, c'est demander à quelqu'un de vous aider à rapprocher le parasol, d'avoir un parasol au-dessus de vous et de pouvoir continuer à être dans votre jardin et pouvoir faire du jardin. Mettre un chapeau pour vous protéger du soleil et par exemple des vêtements, un t-shirt à manches longues pour vous protéger des rayons, c'est aussi une autre solution. Et typiquement la pêche, c'est pareil. La pêche, vous pouvez aussi ramener votre parasol et pouvoir rester bien à l'ombre tout en pêchant tranquillement. Alors, si vous êtes sur l'eau, c'est un peu plus compliqué parce que la réverbération de l'eau va peut-être aussi jouer. Mais dans ce cas-là, une bonne protection solaire, des vêtements amples et à manches longues pour éviter d'avoir une peau qui est exposée au soleil. Je pense que voilà, vos équipes soignantes seront fortes aussi de beaucoup de suggestions et d'idées très créatives pour vous permettre d'être quand même à l'extérieur et de profiter d'activités extérieures qui vous plaisent tout en étant effectivement entre 2 cures de chimio. Voilà. Et puis je vois qu'il est déjà 18h50. Est-ce que il y a d'autres questions ou d'autres témoignages à partager? Sans quoi on va tranquillement pouvoir clore cette conversation. Je vois qu'il y en a certains qui sont en train de taper, donc on va encore laisser
un petit instant. Voilà, Ah, Francis. c'est Patricia, ouais. Patricia nous dit bonsoir. Bonsoir Patricia et Francis qui nous remercie. Je pense qu'on a abordé tous les points principaux. Il faut faire partir les questionnaires et tout, mais moi j'y connais rien, donc vas-y. Alors, est-ce que déjà tu veux conclure sur ce sujet des vacances estivales, Fanny? Bah oui, non, mais je crois, oui, on a abordé les principaux sujets, que ce soit donc les sujets vraiment de tout ce qu'il faut faire un peu physiquement, de tout ce qu'il faut bien un peu faire une petite checklist pour bien préparer l'été, les éléments médicaux, voilà, préparation aux vacances, et ça c'est important. Après, une fois que ça c'est fait, bah, on enlève le reste de l'anxiété parce que c'est pas de la bonne anxiété, c'est de la rumination. Les préoccupations plus psychologiques, comme je le disais, c'était d'essayer de trouver un juste milieu sans être ni dans le déni ni dans la résignation. Et puis, encore une fois, communiquer à tout prix, que ce soit avec les enfants, s'il faut leur expliquer que les vacances vont être un petit peu différentes, et avec les proches, et notamment sur les problématiques plus physiques, comme la perte de cheveux, la cicatrice visible, etc. Le mot-clé est de toute façon toujours celui de la communication. Et n'oubliez pas que les vacances, eh bien, c'est aussi dans la tête. Ça me paraît quand même important de le dire. C'est pas forcément partir, ou du moins partir loin. Tout à fait. Bah, je pense que Fanny a résumé les grandes lignes de notre conversation de ce soir. Voilà, il y a plein de rappels. Il y a aussi plein de ressources autour de vous, que ce soit votre équipe soignante à l'hôpital, que ce soit la Ligue contre le cancer, que ce soit de nombreuses associations de patients sur tous les territoires. Vous pourront vous aussi vous amener des informations relatives à l'été, à la protection solaire, à la prévention. Comme dit Fanny, n'hésitez pas à en parler à vos proches, à poser des mots sur ce que vous vivez, sur vos émotions, sur vos angoisses. Il y a toujours des solutions qui sont possibles, qui sont imaginables ensemble. Des fois, on se fait une montagne de circonstances et en fait, quand on se retrouve dans ces situations, ça se passe bien. Comme l'exemple tout à l'heure de la piscine, bah, si vous réfléchissez à une réplique, si quelqu'un vous embête, bah, soit vous répondez pas, mais vous y préparez. Ça vous permettra de diminuer l'anxiété et de profiter plus pleinement de l'instant. Et puis voilà, beaucoup de douceur vers vous. Je pense que la conversation a été riche. On a apporté plein d'idées, plein de conseils. J'ai vu que Sarah avait mis dans le chat la petite enquête avec les quelques questions sur le rendez-vous de ce soir pour avoir vos retours et vos impressions. Un petit rappel pour vous dire que nous aurons un nouveau rendez-vous le mois prochain, puisque ce n'est pas parce que c'est l'été qu'on arrête nos rendez-vous mensuels. Donc, la thématique sera de pouvoir parler de la relation aux proches, la relation à nos aidants, à nos proches, à nos conjoints, à nos enfants, à nos parents. Comment on parle du cancer, quand, avec quels mots, sont autant de sujets qui peuvent être source d'angoisse, d'inquiétude, de mal à l'aise de la part des patients comme des aidants. Et donc, de pouvoir en parler tous ensemble, ça peut être le sujet d'une conversation très intéressante. Donc, vous aurez les informations bientôt dans l'application. On est en train de définir la date pour être 100% transparent avec vous. Et puis, les JO arrivant, on a également aussi créé de notre côté une nouvelle collection de contenu avec des sportifs qui font aussi le pont entre ce que c'est qu'être sportif et faire face à la maladie. On a souvent, par exemple, dans les podcasts résilience, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en écouter certains, certains patients font le lien avec le sport, avec, comme disait Fanny, c'est pas un sprint, c'est un marathon. D'autres sur faire face à la mer quand on est navigateur. Bah, la mer peut être tantôt calme, tantôt très agitée. Donc, comment on fait face à tout ça? Et donc, on a donné la parole à des sportifs. Les JO arrivant, ça faisait écho de manière assez naturelle. Donc, c'est aussi une collection que vous pourrez découvrir tout bientôt, tout prochainement. On fera un événement dédié pour lancer cette collection. Donc, restez à l'écoute. Et puis, voilà, comme d'habitude, vous avez tout un tas de ressources et de contenu dans l'application. Donc, on vous souhaite une belle fin de journée. On espère que cette conversation vous a plu. N'hésitez pas à compléter le petit questionnaire et puis on vous donne rendez-vous dans un mois. Au revoir, bonne soirée à tous. Bonne soirée.